Bonsoir à tous. Bonsoir Afkremizi. Merci infiniment d'être avec nous ce soir pour déjà, je pense, notre troisième conférence ensemble qui sont disponibles en replay d'ailleurs sur notre plateforme et qui à chaque fois, bah, au Hachem, été très, 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 très riche. Donc merci ce soir d'être à nouveau présent avec nous. Alors ce soir, une conférence qui est encore une fois très centrale dans notre quotidien, le Chalav Israël, le lait surveillé. Alors on va comprendre ce soir que c'est pas un simple détail de cache-route et on va comprendre que la Torah, elle exige tout ça de manière très précise et on va comprendre les différences qui existent avec le lait classique, pourquoi aujourd'hui cette exigence, elle reste essentielle. Donc voilà, vous allez vraiment nous apporter cette vision concrète, claire, euh, en mêlant la halakha, le sens profond et surtout l'application concrète dans notre quotidien. Donc voilà, encore un immense merci de votre présence ce soir. Et voilà, je vous invite à allumer votre caméra. Je pense que je vous ai vu. Voilà, parfait. Et le micro, ça devrait être bon maintenant. Merci Rav Kremzi. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, parfait. Voilà. Bonsoir, tout d'abord, merci de m'avoir invité pour cette troisième conférence sur la cache-route. Et ce soir, on va traiter donc les problématiques et qu'est-ce que c'est le Halab Israël. Il faut savoir que le Halab Israël, c'est pas une khumra comme les gens y croient, ça veut dire c'est bien de le faire. C'est une takana, un décret rabbinique qui a été institué depuis le temps de la Mishnah. La Mishnah d'Avodah Zarah dit que les Chachamim ont décrété plusieurs décrets. Par exemple, ils ont décrété la halakha que tout le monde sait, le fait de ne pas boire du vin d'un goy, même si ce n'est pas du vin qui est pour la Vodazara, ce qu'on appelle le stam yenam. Ils ont décrété de ne pas consommer tout aliment qui a été cuisiné ou cuit par un goy, ce qu'on appelle le bishul goy, avec ses lois. Peut-être on parlera un jour de ça. C'est quoi vraiment un bishul goy? C'est quoi un bishul Israël? Les Chachamim ils ont aussi décrété d'interdire l'huile des goïms. Les Chachamim ont aussi décrété d'interdire le lait des goïms et le pain également. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de takanot, comme l'huile. Les Chachamim ont vu que le peuple d'Israël ne pouvait pas tenir. C'était excessivement difficile de trouver de l'huile qui était surveillée ou qui avait été fabriquée par des Juifs. Et les Chachamim ont très vite enlevé la xéra. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on consomme de l'huile cachère par problème de cache-route pour des mélanges dans l'huile, mais il n'y a pas de xéra des Chachamim de consommer que de l'huile qui a été fabriquée par un Juif. Le pain, il y a également une problématique énorme de plus en plus au niveau des ingrédients, de ne pas consommer du pain qui a été, parce qu'il y a des améliorants, on parlera aussi peut-être un jour de ça, qui sont des problèmes qui sont très importants. Mais indépendamment de ça, il y a une takana qui est la takana qui est de ne pas consommer du pain goy, c'est-à-dire que c'est un pain qui n'a pas été allumé par un juif, on n'a pas le droit de le consommer. Ces xérotes qui sont du bichoul, qui sont du pain, qui sont de l'huile, sont des xérotes que les chachamim ils ont fait pour limiter les relations avec les non-juifs. Les chachamim ne veulent pas qu'on commence à fréquenter des non-juifs chez eux à la maison, et que doucement, doucement, on arrive à sympathiser avec eux, on arrive après à se marier, à leur donner notre fille, comme dit la Gemara. Donc, ce sont des takanot, des décrets qui ont été faits pour limiter la relation avec les non-juifs. C'est pas seulement un problème d'alimentation. Il faut savoir qu'il y a énormément de takanot des chachamim qui ont été faits pour limiter la relation avec les non-juifs. Par exemple, un hirouv, ce qu'on appelle hirouv fraterot, c'est si vous avez plusieurs juifs qui habitent avec des non-juifs dans un bâtiment, on doit faire un hirouv. On doit louer, on doit acheter les parties communes, parce que les chachamim voulaient limiter la fréquentation des juifs avec les non-juifs pour ne pas qu'ils habitent ensemble et que doucement ils arrivent à se marier avec la fille de la voisine. Donc il y a eu une partie des décrets des Chachamim, qui sont le pain, qui sont l'huile, qui sont le bichou, la cuisson, qui sont interdits
à cause des éventuels problèmes de relations entre juifs et non-juifs. Le vin, l'alcool, tout alcool, les gens ne savent pas, mais on n'a pas le droit de boire de l'alcool de façon générale avec un goy, parce qu'on a un problème de relationnel, on boit de l'alcool, après doucement, doucement, on se familiarise avec lui et on a on va dire que on s'habitue à lui. Par contre, dans la takana de ne pas consommer du lait qui a été trait par un non-juif, ce qu'on appelle le khalab akoum, dans l'agmara, l'éventuel problème qu'il pourrait y avoir, c'est un mélange de lait non kasher avec le lait kasher. Ça veut dire que les fermiers, il est évident qu'ils n'ont pas seulement des vaches, ils ont des fois des ânes, des chevaux, des cochons en France. Dans les pays du Maghreb, ils avaient les chameaux, la chamelle. Donc, Chachamim ont eu peur qu'on mélange du lait interdit dans du lait kasher et que malheureusement, le lait kasher donc devenait interdit. Donc, pour ces raisons-là, pour cette raison, les Chachamim, ils ont interdit de consommer un lait qui n'a pas été surveillé par un juif, comme on va expliquer après qu'est-ce que ça veut dire surveiller. Mais l'essentielle raison, c'était de peur d'avoir des mélanges. Il y a des Rishonim qui ont ajouté une autre raison, qui est la raison où vous savez que nous, on n'a pas le droit de boire aucun liquide qui a été découvert. Parce qu'on a la peur que peut-être qu'il y a un serpent qui a laissé son venin. Si vous laissez une bouteille d'eau découverte la nuit, le matin, il est déconseillé de la boire. Je ne dirais plus que c'est interdit parce qu'on n'a plus de serpent, donc ce n'est pas une interdiction formelle. Mais il en reste qu'on n'a pas le droit, surtout au temps de la Gemara, qu'il y avait des serpents dans les maisons, de consommer un liquide qui avait été découvert la nuit, ou même la journée s'il n'y a pas d'habitants. Et comme les goïms ne faisaient pas attention et laissaient découvert leur liquide, donc les chachamim ont interdit de consommer le lait, non seulement pour un problème de cacheroute, mais aussi pour un problème de guilouille. Ça veut dire de ne pas laisser un lait découvert chez les goïms et le consommer après. On risquait un problème de santé. Il y a aussi certains rishonim qui apprennent, comme le lait c'est à la base de l'alimentation, donc les chachamim ils ont fait aussi un décret pour limiter la relation avec les goïms. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème de mélange, ce n'est pas un problème, comme on a dit nous, de poison, de serpent, mais c'est vraiment un décret pour limiter la relation avec les goïms. On ne peut pas aller boire un café au lait avec un goy, on ne peut pas consommer du lait chez un goy parce qu'on ne peut pas le consommer parce qu'il n'est pas cachère. Et le lait, c'est à la base d'une alimentation, c'est à la base pour les enfants, c'est à la base pour plusieurs recettes. Donc, Khamim, quelque part, ils ont voulu rendre interdit ce lait-là. Ça, c'est les raisons qu'on sait. Essentiellement, je ne vous cache pas que la raison qui est retenue, c'est la raison qui est pour un problème de mélange de lait interdit. Il y a un Khatam Sofer, il y a un Gon de Vilna qui dit qu'en vérité, les décrets des Chachamim, c'est vrai qu'ils nous donnent une raison, mais il faut savoir qu'il y a d'autres raisons que les Chachamim ne nous donnent pas. Et dans chaque décret que les Chachamim ont fait, il y a beaucoup de raisons qui sont cachées et que les Chachamim ne nous ont pas dit pour ne pas qu'on commence à dire, mais il n'y a pas à craindre, aujourd'hui c'est plus comme ça, aujourd'hui c'est pas ça. Et je vais raconter une histoire. Mourab, il m'avait raconté que, vous savez, Shabbat, on n'a pas le droit de se laver. C'est on n'a pas le droit de prendre un bain entièrement, membre par membre, on doit faire attention. Il y avait une fois un élève de Yeshiva qui habitait en Eretz Israël, je parle de ça il y a 50 ans, et ses parents avaient quitté le domicile. Il s'est retrouvé seul Shabbat après-midi en été en Israël, il faisait excessivement chaud. Il s'est mis dans la baignoire, il a rempli la baignoire d'eau froide, il s'est mis dedans, il a pris un roman ou un livre, il a lu toute l'après-midi, il s'est levé, 3 4 heures après, il s'est lavé, parce que bien sûr, il avait transpiré dans la baignoire, et en sortant de la douche, il est sorti de cette baignoire, il s'est fait beau, et malheureusement, il a pris son rasoir, et il s'est rasé la barbe, parce que pour lui, c'était la semaine, il fallait faire une bonne toilette. Et là, il est parti voir son Rav, comment c'est possible? Quand les Khamim me disent de ne pas se baigner pendant Shabbat, c'est vrai qu'on va retenir l'interdiction de ne pas, de peur qu'on va essorer, l'interdiction, etc. Mais il y a en vérité beaucoup de raisons que nous, on n'est pas au courant, et qu'il faut faire attention, parce que les Khamim n'ont pas voulu nous les divulguer pour qu'on ne commence pas à discuter. Donc ça veut dire que, d'après cet avis, même si aujourd'hui on va trouver des solutions
et qu'aujourd'hui on n'a plus de crainte d'avoir des mélanges de lait, aujourd'hui on n'a plus de serpents qui traînent dans les maisons, il en reste qu'il y a certains décrets qu'on n'a pas de raison, et que même si on a certaines solutions, on n'a pas le droit de les enlever ou de passer outre ces décrets. Ça, c'est les problèmes qui sont dans le lait. Je ne parle pas aussi des problèmes de behemoth interdites, c'est-à-dire qu'on va parler après qu'il y a certains animaux qui ont certaines pathologies, ou bien même qui ne sont pas des pathologies. Par exemple, une césarienne, chez un animal, elle peut rendre très tréfa l'animal. Elle peut rendre l'animal inconsommable, parce qu'on a ouvert, on a déchiré, on a cousu. Et on a un principe que le lait d'une tréfa, d'un animal qui est non consommable, son lait aussi devient interdit. Donc, c'est quoi les pourcentages d'animaux qu'on a fait des césariennes? Il faut savoir que dans les vaches laitières, on les féconde et très très vite, on fait une césarienne, on retire le veau parce qu'on n'est pas intéressé d'avoir un empêchement, d'avoir un embêtement dans, quand ils mettent bas, parce que la vache, elle risque de mourir. Donc la solution qu'on fait, c'est que on les féconde avec, bien sûr, on va dire, de façon manuelle. Et un mois avant que le veau il soit, on va dire, à sa date, on fait une césarienne, on sort le veau. Au moins, la bête, elle est contrôlée, tout se passe sous contrôle d'un vétérinaire et on ne perd pas une vache laitière qui coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Une césarienne rend un animal tarif parce qu'on a déchiré la matrice, on a déchiré des organes, on a recousu des organes. Et le lait qui vient d'un animal qui est inconsommable à cause d'un problème de tarif, il est aussi tarif. Donc, je vous ai dit, il y a plusieurs raisons pourquoi les Chachamim ont interdit le lait. On a dit un problème de mélange de lait interdit. On a dit un problème de guilouille, ça veut dire que les non-juifs laissaient découvert le lait, donc il y avait un problème de serpent. On a dit un problème de limitation de nos relations avec les goïms. On a dit aussi un problème, comme on a dit, de santé, ça veut dire que on ne connaît pas, on ne peut pas être sûr que les animaux qui ont produit ce lait étaient des animaux cachers. Il en reste que la raison essentielle qui est retenue parmi tous les poskim, c'est la raison qui est du mélange du lait d'animaux interdits, et c'est pour ça que les Chachamim, ils ont interdit. Si c'est à cause d'un problème de mélange de lait interdit, donc, quelle est aujourd'hui de nos jours, où on a des élevages massifs de lait, de vaches, et bien sûr, il n'y a pratiquement aucune ferme qui élève des ânesses ou des juments, ou bien même encore moins en France ou bien dans les pays européens, des chamelles qui vont avoir du lait. Est-ce que par conséquent, on aurait le droit de dire, parce qu'il n'y a plus de problème, on sait qu'il n'y a plus de problème de mélange, donc on n'a plus à craindre, on n'a plus à faire attention à ce décret, ou bien non? Et la question, elle est beaucoup plus profonde que vous le croyez. Vous savez que une des grandes halachas qu'on a, et qui nous différencie avec les juifs de diaspora, avec les juifs d'Eretz Israël, c'est le fait qu'en diaspora, on fait 2 jours de Yom Tov. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'au temps de la Mishnah, il n'y avait pas de calendrier qui était décidé, qui était organisé. On organisait les fêtes juives par rapport à la lune, par rapport au Rosh Chodesh. Et souvent, on avait des complications. Comment acheminer l'information à des communautés qui étaient en dehors de Yerushalayim? Parce qu'il fallait du temps. Et c'est arrivé des fois que ça arrivait chez eux, et si Rosh Chodesh était un jour, le deuxième jour, donc c'était décalé. Donc on a institué qu'en Eretz Israël, on fait un jour de fête, et en dehors d'Eretz Israël, on fait 2 jours de fête. Au jour d'aujourd'hui, on a le calendrier qui a été organisé par Hillel Azaken, qui est jusqu'à la fin des temps. Il a fait un compte lunaire pour récupérer les jours qu'on en appelle les jours lunaires, je ne rentrerai pas à ça aujourd'hui. Et on sait aujourd'hui que on a des fêtes fixes. Et d'ailleurs, on n'a pas de Bédine, donc on ne pourrait même pas recevoir des témoins pour la Lune, pour savoir comment elle était la Lune. Donc il a organisé, il a fixé un calendrier. Et on sait aujourd'hui que Pessah, c'est telle date. Et pourtant, on a encore gardé cette différence entre la diaspora et Eretz Israël. Alors qu'en vérité, il n'y a plus de crainte, parce que on ne se base plus sur les envoyés du Bédine ou sur les feux qu'ils faisaient pour nous avertir. Et quelle est la raison? Et à part ça, aujourd'hui, même s'il y avait le Bédine, on a des téléphones, on a des mails, on a le WhatsApp, on pourrait être très, très, très rapidement averti
plus vite même que vous croyez. Regardez l'information comme elle se... Donc, quelle est la raison qu'aujourd'hui, on est encore toujours en train de faire 2 jours de Yom Tov? Cette question, la Gemara la demande dans Betsa. Et la Gemara dit qu'on a un principe. Tout décret rabbinique qui a été institué par un Bidin important, même s'il a été décrété à cause d'une raison, on n'a pas le droit, même si la raison, elle n'est plus là, d'enlever le décret. Si le Yom Tov, il a été basé sur un risque, il y a 2000 ans, de comment fixer la date de Yom Tov, et il a été basé par un Beddin qui était de Tanaïm, qui était de Rabbanim, qui ont composé la Mishnah. Pour enlever ce décret, il faut avoir un Beddin de la même qualité et du même ressort pour pouvoir enlever cette takana. Et bien sûr, au jour d'aujourd'hui, qui pourra dire qu'il a le niveau de Rabbi Akiva, de Rabbi Meir? C'est impossible. Donc on n'a pas le droit, nous, d'aller au-delà d'un décret, même s'il n'y a pas de réponse, même s'il n'y a pas de crainte à voir ce qui se passe. Ça veut dire que un décret qui a été institué, même s'il n'y a plus de raison aujourd'hui de craindre à ce décret, puisqu'il a été décidé, il a été, on va dire, institué par des rabbinim, ce décret il reste. Et c'est pour ça que même au jour d'aujourd'hui, on va faire nous 2 jours de Yom Tov, et en Eretz Israël, ils vont faire un jour de Yom Tov. Et ça reste, et ça restera jusqu'au Mashiach. C'est ce qu'on appelle la halakha. Kol davar shebe minyan, sarich minyan acher le'atiro. Toute chose qui a été décidée, qui a été instituée par un nombre, par une qualité de personnes, il faut avoir la même qualité de personnes pour pouvoir l'enlever. Et on l'apprend. De la Torah comme Moshe Rabbeinu, quand Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah à Moshe Rabbeinu, il a dit Moshe Rabbeinu, demande au peuple d'Israël de se séparer de leurs femmes 3 jours avant de recevoir la Torah. Une fois que les bénis d'Israël ils ont reçu la Torah, la Torah elle dit que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, Shuvu lachem lo alechem. Dis au peuple d'Israël de retourner dans leur tente, de reprendre leur vie commune avec leurs femmes. La Gemara demande, mais c'est évident, une fois qu'on a reçu la Torah, il n'y a pas de raison de se sentir séparé. La Gemara dit, parce que si Akadosh Baruch Hu, qui a posé l'interdit, n'aurait pas aussi formulé la permission de retourner chez soi à la maison, on n'aurait pas le droit de retourner chez soi parce que l'interdiction, elle aurait été toujours active. Même s'il n'y a pas de raison, parce qu'on a reçu la Torah. Pourquoi? Parce que celui qui a posé l'interdit, on doit avoir la même qualité de personne ou d'Akadosh Baruch Hu pour nous permettre cet interdit. C'est valable pour Akadosh Baruch Hu, c'est valable pour un Bedin, et c'est valable pour une Takana. C'est pour ça que si les Chachamim de la Mishnah nous ont imposé une Takana de peur qu'il y ait un mélange de lait interdit dans du lait, même si aujourd'hui, ils disent certains poskim, qu'on va s'assurer qu'il n'y a pas de problème de mélange et qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien à craindre, malgré ça, on est obligé de faire attention au lait parce qu'il a été basé sur une takana. Ça veut dire que ce n'est pas un décret qui vient à cause d'une raison, mais c'est un décret rabbinique qui est là, qui a été imposé, et on ne peut pas dire qu'il n'y a plus de raison, on ne fait plus attention. C'est là, c'est toujours un problème. Il y a beaucoup d'autres machloket comme ça, je ne rentrerai pas dans ça. Comme le maïm acharonim. On a institué de se laver les mains après avoir mangé, parce que les gens ils mangeaient des aliments très salés, et quand ils touchaient leurs yeux, ils devenaient aveugles. Aujourd'hui, qu'on mange avec des fourchettes. Est-ce qu'il faudrait faire maïm acharonim? On a institué de ne pas boire un liquide qui a été découvert, parce qu'il y avait des serpents. Aujourd'hui, il n'y a pas de serpents. Est-ce qu'on devrait faire attention? Alors là, c'est marqué qu'il y a marqué le Rishonim, parce que c'est clairement marqué la raison dans la takana. C'est à cause de ne pas devenir aveugle. Donc si maintenant on n'a plus de risque, il y en a qui permettent. Mais comme on a dit que pour le lait, il y a énormément de raisons pourquoi ils ont interdit les chachamim, et c'est pas clair. Donc certains poskim, comme le Khatam Sofer, ont dit que c'est un décret qui a été institué par les chachamim de la Mishnah, et nous aujourd'hui, comme Yom Tov, on n'a pas le droit d'enlever ce décret. Pourquoi je vous dis comme Yom Tov? Parce que quand les gens ils vont aborder le Khalaf Shamour, oui ou non, oui, c'est permis. Alors je leur demande toujours, mais pourquoi vous faites pas 2 jours, pourquoi vous faites pas un jour de Yom Tov en France? Il y a plus de raisons. Vous avez un calendrier. Ah non, on peut pas.
Et pourtant, c'est le même décret et la même interdiction. Ça veut dire qu'on vous embête un jour supplémentaire à Sukkot, à Pessah, à Shavuot, 3 jours par an minimum, soit 2 jours, parce qu'il y a 2 jours de Yom Tov. Vous faites qui douche, vous ne travaillez pas, vous restez à la maison à cause, pas de Yom Tov, la Gdusha de Yom Tov, à cause d'un décret des Chachamim. Et les mêmes Chachamim qui ont institué le décret de Yom Tov, c'est eux qui ont institué le décret du Chalab Shamou. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être comme on va voir, il n'y a pas de problème, il y a moins de problèmes dans les mélanges, si c'est vrai. Mais il en reste qu'on ne doit pas regarder ça comme un avertissement ou une mise en garde d'un mélange. C'est un décret, c'est une takana des chachamim. Et une takana des chachamim, il faut faire attention parce qu'on ne peut pas l'enlever. Il y a aussi certains avantages. Par exemple, une takana des chachamim, elle est spécifiquement sur ce qu'on sait, mais on ne peut pas commencer à prendre la logique de la takana et de permettre, par exemple, il y a certaines personnes qui demandent ce qu'on peut manger des conserves qui sont faites dans les usines, qui ont été cuisinées dans les usines. C'est Bichul Goy. Dire à Moshe Feinstein, le décret des Chachamim, c'est de ne pas manger d'un goy qui vous cuisine. Parce qu'un goy qui vous cuisine, ça amène et ça rapproche les cœurs. Une usine qui cuisine des plats où il n'y a pas de personnes privées qui cuisinent, ça ne rentre pas dans la takana. Mais pourtant, c'est le même état d'esprit, c'est le prix. Non. Le décret des Chachamim, il est clair, il est précis, et on n'a pas le droit de l'étendre à d'autres halakhot. Donc, on va respecter la takana. La takana, elle est sur un plat cuisiné par un goy, un plat qui n'est pas cuisiné par une personne privée, mais par une machine, on ne sait pas par qui, on ne connaît pas le directeur d'usine, ça ne rentrera pas dans la takana des Chachamim. Et c'est la même raison que certains poskim me disent, on va parler de ça à la fin, que le lait en poudre, est-ce que c'est la même takana que le lait liquide? Donc on va interdire le lait en poudre parce qu'il vient du lait liquide. Ou bien non, les Chachamim nous interdisent de consommer du lait en liquide. Le lait en poudre, les Chachamim n'ont pas interdit. Donc on ne peut pas interdire le lait en poudre comme on va voir après, oui ou non. Ça, on va définir. Mais il en reste que, d'après beaucoup de poskim, pour ne pas dire la majorité, l'interdiction de consommer le halab, le lait qui est chez les non-juifs, c'est un décret des Chachamim qui est de la Mishnah, et que même si on n'a pas les raisons, même si on a des solutions aux raisons qu'ils ont données, on n'a pas le droit de l'enlever et de le consommer. Parce qu'on n'est pas un bédine assez important, on ne peut pas faire concurrence, on n'a pas la force. Si tu es dans le nidouille, si un bédine important il met quelqu'un en nidouille, il est commune de la communauté, il ne peut pas venir trois Chachamim légers dire nous on enlève. Il faut que ce soit les mêmes personnes. C'est pour ça que si quelqu'un, Rabbi Shalom, on le met en nidouille, on le met en idée dans le rêve, par le Bedin chez le Mala, c'est un problème important, parce que qui c'est qui va remplacer Bedin chez le Mala? Donc, cette halakha, ça fait que, avant de commencer à rentrer dans les raisons et savoir comment on va gérer aujourd'hui ces problématiques du lait non surveillé, il faut savoir qu'il y a beaucoup de poskim qui disent qu'on n'a pas rentré dans les problématiques, on n'a pas rentré dans les raisons. C'est une takana, c'est un décret, c'est comme Yom Tov. On fait tous Yom Tov, alors on fait le halab, on va faire attention au halab non juif, parce qu'on est soumis au décret des Chachamim. Il y a certains poskim qui disent que non. Ce n'est pas un décret. C'est un décret avec une raison. Comme je vous ai dit pour le maïm acharoni. Et c'est un problème de mélange. Et ils vont dire, ah, mais c'est un décret des Chachamim dans le cas où il y a un risque, où il y a une possibilité que le goy y mélange. Mais s'il n'y a pas de possibilité que le goy mélange un lait non cachère, alors on n'a pas de problème. Ça a été l'avis du Pri Hadash. Le Pri Hadash, il a écrit, il a dit que si dans une ville, on ne trouve pas de, d'animaux interdits à la consommation, par exemple, il n'y a pas de truie, il n'y a pas d'âne, d'ânesse, il n'y a pas de jument, ou bien les goyim ne commercialisent pas, personne ne commercialise du lait autre que le lait de vache. Il dit le Pri Hadash, il me semblerait qu'on pourrait consommer du lait si on s'assure qu'il n'y a pas de lait, il n'y a pas d'animaux interdits dans cette ville. Et quand on lui a demandé, mais comment tu fais que c'est un décret, il dit non. Le décret des Chachamim, il a été, s'il y a un risque, même un risque très lointain, qui est un animal, parce qu'en vérité, combien déjà ils vont mettre de gouttes de lait comment ils vont mettre de gouttes de lait? C'est très peu.
La xéra de Chaim, elle est qu'on va faire attention, on va considérer comme si qu'il y a un vrai mélange. Mais dans le cas où on sait qu'il n'y aura pas de mélange, il dit le Pri Hadash, même les Chachamim qui ont institué ce décret sont d'accord de dire que on peut mettre de côté ce décret et consommer. Ça, c'est l'avis du Pri Hadash. Le Chochmat Adam, il dit non, attention, c'est pas seulement dans la ville, faire attention aussi qu'il n'y a pas de problème ailleurs, où il n'y a pas de problème dans d'autres. Parce qu'on peut peut-être amener d'une autre ville, peut-être qu'il y a des marchés. Donc il étend la prudence à non seulement à la ville, à tous les alentours. Donc il en reste que de nos jours. Si on va d'après le Pri Hadash, éventuellement, puisque c'est très très rare, pour ne pas dire, en général, ceux qui élèvent les vaches et les coopératives de lait non, n'investissent pas du tout sur des laits autres que les lait de vache. On ne commercialise pas du tout le lait d'autres animaux. Donc certains poskim vont vous le dire que de nos jours, s'il n'y a pas de risque, alors on peut consommer. Comme le Pri Hadash a écrit que dans la communauté de Amsterdam, il avait permis de consommer du lait non surveillé parce que dans Amsterdam et dans les alentours d'Amsterdam, il n'y avait pas d'animaux qui commercialisaient du lait interdit, donc on n'avait pas peur des mélanges. Il n'en reste que de nos jours, on sait tous qu'il n'y a aucune barrière. Vous recevez vos habits d'Ali Express, qui est de Chine, vous recevez votre aliment de Amazon, qui peut vous amener de la sauce tomate d'Italie et qui peut vous amener des fèves d'Égypte et qui peut vous amener de la farine d'Amérique. Ça veut dire que de nos jours, on a dans notre assiette une importation de tous les pays du monde, parce qu'en réalité, il n'y a plus de frontières. Donc, il n'y a plus aucun pays qui peut dire, aujourd'hui, on n'a plus de risque parce que dans ma ville, dans mon quartier, c'est faux. On fait un fromage, on va prendre un ferment qui vient d'Allemagne. On va prendre, on va consommer du lait, on va prendre une vitamine, un complément de vitamine, ou un médicament, ou un produit pour stériliser qui va venir de Chine. C'est pas cher. L'acide citrique, elle vient de Chine. Il y a plein de produits qui sont des matières qui viennent de partout. Donc, de nos jours, on ne peut pas dire il n'y a pas de risque, parce qu'en vérité, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de frontières. En vérité, de nos jours, on peut tout avoir, surtout, on peut même avoir du lait de yak, on peut même avoir du lait de chameau, on peut même avoir, quelqu'un a montré sur Internet qu'il y a une compagnie qui vend du lait de chameau pour les gens qui ont la maladie, qui font des traitements de chimiothérapie, que c'est un très bon aliment pour pouvoir soigner. Donc aujourd'hui, il n'y a pratiquement aucune barrière. Et c'est pour ça que les postes qui me disent que se reposer sur le Krikhadash en disant que de nos jours, dans nos villes, c'est excessivement difficile. Donc c'est pour ça que de nos jours, en vérité, on ne peut pas se baser. D'abord, il faut savoir qu'il y a très peu d'endroits où on peut dire qu'il n'y a pas d'animaux interdits, parce que les fermes ont tous, quelque part, ou bien ils ont ils ont un chameau, ou ils ont pas un chameau, je veux dire une ânesse, ou ils ont un cochon, etc. Et il faut savoir que même si ça ne se commercialise pas, le simple fait qu'il y a un risque, il y a beaucoup d'histoires qui ont été données. Il y a une histoire, par exemple, qu'il y avait un rave qui s'appelle le Rav Douner. C'est marqué dans le Sefer qui s'appelle Chalab Israël, qui est le Khato, qui ramène qu'un jour, ils avaient fait un camp en Angleterre, et un camp, ça, ils avaient fait ce que nous on appelle un village vacances, où les Juifs, ils avaient loué donc certaines habitations. Et tous les jours, ils allaient envoyer deux abrichim qui allaient surveiller le lait et qui revenaient avec du lait surveillé. Un jour, les abrichim, ils sont arrivés, et le lait, le paysan, ou il s'était levé tard, je ne sais pas, ou bien c'est le paysan qui avait avancé l'heure de la traite, il avait déjà trait les vaches. Il leur a dit, écoutez, aujourd'hui, je ne vous pouvez pas, mais ne vous inquiétez pas. Ils ont pris le lait, ils ont dit, bon, ils sont venus chez le Rav, on parlera après peut-être si ça marche ou pas. Le Rav, il leur a dit, jamais de la vie, je ne suis pas d'accord. Vous allez leur ramener le lait, et vous allez leur ramener le lait au goy pour qu'ils comprennent qu'en vérité, nous, les Juifs, on ne peut pas prendre du lait comme ça. Pas pour nous, parce que nous, on peut le jeter, mais c'est pour que vous voulez lui apprendre que dans les autres années, il ne pourra pas faire des choses comme ça. Donc, il leur a demandé de ramener le lait. Et quand ils sont partis ramener le lait, le fermier s'est énervé, a jeté le lait. Qui vous prenez? Vous me soupçonnez? Qu'est-ce que vous voulez? Je ne veux pas vous voir. Et ils sont revenus chez le Rav en lui disant, Rav, Rav, on a reçu, on a on a subi une maltraitance du fermier et il ne comprend pas. Qu'est-ce que vous voulez? Vous nous envoyez. Alors le Rav qui avait une barbe blanche, il décide lui-même d'aller voir le fermier. Et le Rav, quand il arrive chez le fermier il commence à crier. Le Rav dit, écoute, je vais t'expliquer. C'est pas contre toi. Mais nous, on a un décret des Khamim, de nos rabbins,
de ne pas consommer du lait parce qu'on a toujours peur des mélanges. Toi, je sais que tu n'as pas ce problème. Mais il dit, tu sais, pas tous les non-juifs sont comme toi. Il y a des gens, ils vont mélanger, et pas peut-être dans ce pays, mais dans d'autres pays. Donc c'est un décret qui est général, et on fait attention. Et le gars, il lui a dit, Rabbi, cette histoire, elle date pas de longtemps. Elle date pas de 100 ans. Elle date peut-être des années 70, 80, même 90. Il lui dit, Rabbi, vos rabbins, ils sont très, très intelligents. Vous savez, je vais vous dire que moi, je prends de mon lait énormément de matière grasse pour faire des fromages et du beurre. Et qu'est-ce que je fais? À la place, je prends de la graisse de cochon, je mélange, et mon lait, personne ne voit rien. Parce que il est gras, il est bon, et c'est un lait qui est de très bonne qualité. Et le Rav, il a compris que, en vérité, quand Baruch Hu lui a fait ça, pour lui montrer que c'est vrai, il y a des problèmes et qu'on ne peut pas s'amuser. Ça veut dire que c'est pas un risque qui est minime, c'est un risque qui est très important. Et il y a beaucoup d'histoires comme ça, que on a vu souvent que les Goïms, il y avait par exemple en Rav Moshe Soloveitchik, il racontait que il y avait, ils étaient une fois en vacances et ils allaient traire du lait tous les jours, ils surveillaient, ils surveillaient, ils surveillaient. Et un jour, le gars, il leur a dit, j'ai pas du lait, mais c'est du lait d'hier. Il a dit, mais il est bon. Il dit, oui, mon lait, il tient, vous inquiétez pas. Vous savez que les frais, ils s'abîment très vite en été. Il dit, comment tu fais? Il dit, moi, je rajoute un petit peu de lait de jambon et ça fait tenir mon lait et il s'abîme pas, un petit peu seulement. Vous imaginez? On fait attention à ce qu'on mange, on se retrouve à boire du café au lait avec un peu de lait de jambon dedans. Ça veut dire que le risque zéro et la takana des chachamim, elle est vraiment importante. Maintenant, dans le monde après la guerre, on a eu des problèmes, surtout en Amérique, qui était une communauté très éparpillée. Pas comme en France, on a des juifs à Paris, ou on avait des juifs à Marseille. Mais en Amérique, on sait que c'était une communauté très éparpillée. Et c'était excessivement difficile de d'organiser une surveillance du lait, comme je vais vous expliquer après qu'est-ce que c'est la surveillance du lait. Alors on a consulté le Rav Moshe Feinstein. Je dis le Rav Moshe Feinstein parce que le Rav Moshe Feinstein, beaucoup de gens disent, ah oui, moi je prends du lait non surveillé, je me base sur le Rav Moshe Feinstein. Et qu'est-ce qu'il a dit, le Rav Moshe Feinstein? Baruch Schimmelstein, il est parti sur une base qu'en vérité, le risque essentiel du lait, c'est un risque de mélange, comme on a dit, qu'on mélange du lait interdit. De nos jours, que les vétérinaires, les services vétérinaires, les services qu'on a d'agroalimentaire qui surveillent notre alimentation, ils font énormément de contrôles. Et qui c'est le fermier qui va prendre le risque de mélanger du lait d'ânesse ou du lait de jambon et qui va perdre sa licence, qui va payer beaucoup d'argent pour pouvoir donner un meilleur goût au lait? Non. Ça veut dire que si on a une certitude que l'État ou les services de l'État prennent le relais et sont là pour contrôler qu'il n'y a pas de mélange, là, il dit le Ramoshe Feinstein, on a le droit de se baser sur eux parce que on sait très bien qu'il n'y aura pas de mélange. Et c'est pour ça que énormément de communautés en Amérique après la guerre se sont basées sur cette permission et ont commencé et ont permis de consommer du lait des goïms qui était fait, pas dans des petites fermes, qui était fait dans des coopératives, surveillées par l'État. Ça veut dire qu'il y a, vous savez que dans chaque produit de viande ou de lait, il y a un numéro vétérinaire qui est sur le lait. Ça veut dire qu'il c'est contrôlé par l'État. Donc l'État le contrôle. Donc si l'État le contrôle, il n'y a pas de problème de mélange. Tout d'abord, ce éther, il est valable et il a écrit à Moshe Feinstein qu'en cas de besoin. Ça veut dire que il n'a pas écrit ça pour enlever la halakha de Khalavakum, mais il a écrit si on a des problèmes pour avoir du lait et on n'arrive pas à trouver du lait, alors voilà ce que je propose dans la halakha. Et c'est pour ça que le Rav Moshe Feinstein, il écrit dans une autre chouva que il est important que celui qui fait attention à la halakha, qui fasse attention de s'abstenir de ce lait. Et on raconte une histoire que Rav Moshe Feinstein, une fois, il était dans une réception et on lui a fait un café au lait et on lui a mis du khalav akoum parce qu'il avait écrit que c'était permis. Alors on n'a pas fait attention. Et quand il a vu qu'on lui avait versé ce lait-là, il est parti aux toilettes, il est parti vomir. Il ne voulait pas le garder dans son ventre. Et écoutez ce qu'il dit Ramoshe Feinstein dans une tchouva qui est très importante. Il y a une yeshiva, ou une école, parce qu'en Amérique, ils appellent les écoles jusqu'à 18 ans aussi une yeshiva, mais c'est
une institution publique qui est financée par la Tzedaka, qui avait des problèmes financiers, et qui demande au Rav, Rav, est-ce qu'on pourrait éventuellement prendre du lait non chameau et se baser sur votre permission? Et dire à Moshe Feinstein dans la Tchouva, même si j'ai permis avec difficulté ce lait qui n'a pas été surveillé parce que l'État a le contrôle, il n'en reste que dans une école, dans une yeshiva, il est très important, pour ne pas dire impératif, de acheter du lait seulement qui est surveillé. Et pour plusieurs raisons. Première raison, c'est qu'on doit faire attention à la crainte de Dieu et à la neshama de ses enfants d'Israël. Écoutez bien. Deuxièmement, il est important d'éduquer nos enfants, notre jeunesse, à être scrupuleux pour la cache-route et de ne pas consommer n'importe quoi. On doit leur apprendre et les éduquer d'avoir un filtre dans la bouche où ils ne peuvent pas consommer ce qu'ils veulent. Et comment on va pouvoir les éduquer? C'est pas dans la viande, parce que la viande, c'est évident. C'est même dans un produit qui est de base, qui est cachère, et qu'on pourrait avoir certaines permissions. Malgré ça, on va leur montrer que nous, on s'abstient de le consommer s'il n'y a pas de tampon, afin de les éduquer à choisir et à prendre toujours du lait chameau. Ça veut dire que même Ramoshe Feinstein, où tout le monde dit, oui, Ramoshe Feinstein, oui, Ramoshe Feinstein. Ramoshe Feinstein a permis dans certaines, comme je l'ai dit, dans certaines périodes de sa vie et dans certaines conditions, et il a écrit clairement que c'est pas pour les jeunes, c'est pas pour les enfants. Parce que chez les jeunes et les enfants, on est obligé de les éduquer à avoir la crainte d'Akadosh Baruch Hu et à apprendre ce que seulement certains aliments de quoi manger. Si Ramoshe Feinstein il pensait que le halal, comme tout le monde dit, il n'y a aucun problème, alors il ne va pas vous dire demain de faire attention quand vous achetez vos pommes, de prendre une ashgacha sur les pommes. Il n'a jamais écrit ça, Ramoshe Feinstein. Il a écrit ça sur le lait. Ça veut dire que même Ramoshe Feinstein, il est évident qu'il n'a pas permis de façon l'échatrila. Il a permis seulement dans un cas de besoin, et si on ne trouve pas le lait. Ça veut dire que de nos jours, dans notre communauté à nous, au Baruch Hashem, on a du lait, ou de nos jours, même si on n'a pas, et personne, je pense en France, prend du lait frais, mais on a du lait longue conservation, qu'on peut se procurer, alors Ramosh Feinstein ne permettrait pas à les khatrilas de consommer ce lait parce qu'il n'y a pas de raison de tomber dans cette permission. Et c'est pour ça que même le Chazonish, qui est rentré et qui a aussi validé la permission en disant que l'État, elle peut servir de policier et que l'État peut faire attention, mais quand on lui demande, Rabbi, est-ce que vous permettez le lait? Il dit non. Je suis d'accord. Pourquoi? Parce qu'en vérité, pourquoi, quand vous achetez une bouteille de vin, faites attention qu'il y ait un label et qu'elle est aussi avec un tampon fermé, une étiquette? Pourquoi, quand vous achetez de la viande, s'il n'y a pas de tampon, vous ne consommez pas la viande? De quoi vous avez peur? Que le gars, il va vous échanger la viande cachère? Mais imaginez-vous, si un gars, il va vous échanger de la viande cachère en viande non cachère, vous avez le service des fraudes et vous dénoncez, le gars, il va payer une amende, on peut même lui fermer son établissement. Alors pourquoi vous n'avez pas dit ça pour la viande? Ça veut dire que même si on sait que l'État, elle est derrière et que l'État, elle cherche et que l'État, elle enquête sur la fraude et que l'État va quelque part punir les fraudeurs, il n'en reste que pour la Torah, c'est pas suffisant. Parce que pour nous, on ne fait pas confiance à l'État. Parce que même s'il y a des gens qui sont prêts à risquer, regardez, je vais vous dire, il y a quelques années, est-ce qu'un lit d'enfant maternisé qu'on vend dans les pharmacies, est-ce que vous pensez que l'État elle fait attention? Bien sûr qu'elle fait attention. Plus que tout. Moi, j'ai visité des usines de lait d'enfant. Vous ne pouvez même pas vous imaginer les précautions qu'ils sont obligés de prendre sous contrôle de l'État. Parce que ça touche les bébés. Et les bébés n'ont pas de défense. Je ne vous parle pas au niveau de l'hygiène. Je ne vous parle pas au niveau de traçabilité. Je ne vous parle pas à vous si vous n'avez fait pas un test avant de rentrer, une prise de sang, on vous met un truc dans le nez, vous êtes enrhumé, même pas vous rentrez. Et pourtant, il y a quelques années, je vous rappelle le scandale du lait qui venait de Chine ou d'un pays de là-bas, qui a tué officieusement 5 000 enfants, officiellement plus de 25 000 ou 30 000 enfants. Ils avaient pris du lait qui n'était pas du lait de vache, qui était une molécule, je ne sais pas d'où ils ont amené, et que bien sûr les enfants n'avaient pas la possibilité de digérer ça. Ça a tué des milliers d'enfants. Elle est où l'État? Ils sont où les douanes françaises? Ils sont où les douanes européennes?
Ils sont les vétérinaires. Et malgré ça, ça a tué et ça a tué. On, voilà, on en a parlé. Mais on n'a pas fait un scandale parce qu'on n'a pas voulu apeurer les gens. Ça veut dire que malgré que l'État a le contrôle, on voit tous les jours des aberrations de l'agroalimentaire. Rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, je ne vais pas dire la marque, mais en France, il y a eu une marque Goy qui vendait de la purée, de la chip parmentier à base de bœuf. Ils se sont rendus compte que c'était du cheval, des vieux chevaux de Pologne. Et elle est où l'État? Ça a duré pendant 25 ans. Ça veut dire que, à part la halakha, un mashguir qui va enquêter, qui va être là, qui va contrôler, même si l'État, elle est puissante, mais tous les jours, l'État, elle arrête, elle contrôle, et on voit que c'est pas absolu. C'est pour ça que se baser que sur l'État, que sur le contrôle et que sur la garantie de services vétérinaires d'un pays, c'est très, très, très difficile. On va voir après que, éventuellement, on pourrait se baser pour, on va voir, on va dire, pour faciliter un petit peu la hashgacha comme vous allez le voir. Donc, on a donné les raisons de l'interdit, on a donné la raison d'interdit absolu d'avoir chez Bémignan, on a donné une ouverture et une permission qui est à Moshe Feinstein, et on a donné la réponse des poskim à Moshe Feinstein, qu'en vérité, on n'a jamais été basé, on ne s'est jamais reposé sur un État pour nous donner du cachère de rien. Ça veut dire que dès qu'on Khamim nous a fait une takana sur la viande, sur le poisson, surtout, parce que Khamim, ils ont peur qu'on échange. Donc comment on peut dire que on va se suffire sur la garantie d'État? Ça ne marche pas. Il en reste que dans certains pays qui n'ont pas de lait, je ne dis pas qu'on ne peut pas l'utiliser. Un bébé qui ne supporte pas le lait en poudre ou qui n'a pas de lait en poudre, pour lui, c'est sûr qu'on donnera, je ne parle pas de ça, c'est indigne de Rabbanan. Mais il en reste que de dire qu'il y a un interdit à Moshe Feinstein, c'est pas évident. Lui-même, Moshe Feinstein ne consommait pas. Et lui-même a demandé que pour nos enfants et nos institutions, alors que c'est payé par l'argent du Tibour, on doit imposer un halal Israël, pas un halal Bakou. Ça, c'est. Et d'ailleurs, tu vas demander à un grand rab, est-ce qu'on pourrait permettre? Il a dit, je pourrais peut-être vous éventuellement trouver des certaines permissions. Mais si vous savez les dégâts que c'est fait à la neshama d'un enfant ou d'une personne qui consomme ça, il y a marqué dans le Rama que ceux qui font pas attention à ce qu'ils mangent, et surtout le lait, quand ils vieillissent, ils deviennent des gens avec des grands problèmes de midot, de qualité d'irrationnel. C'est-à-dire que ça vous mange doucement, ça vous mange doucement, ça vous mange doucement. Et un jour, un homme, il se réveille, il y a des questions d'émouna, il y a des questions importantes. Il commence à avoir envie de certaines choses. D'où ça vient? C'est ça qu'il y avait une fois, une personne qui a amené son gendre, je ne me rappelle plus chez quel rave, il a dit, voilà, c'était un grand Tamit, mais il commence à avoir des grands problèmes d'émouna. Et le rave, il a dit aux gens, est-ce que tu t'es permis permis de manger, de consommer du lait non cher? Il a dit oui, mais j'ai des terrines. Il a dit arrête, reprends. Et sachez que le rabbi Lubavitch, et dans beaucoup, beaucoup de lettres, il disait toujours de faire très attention à ça. Chalab Israël, Chalab Israël. Et moi, j'ai connu des familles qu'ils ont grandi sans lait. Moi, je vais vous dire un secret. Moi, j'ai grandi à Paris en 1973-74 dans les banlieues parisiennes. Et il n'y avait pas de lait en conservation. Il y avait à rue Saint-Paul un juif qui amenait du lait. On allait le dimanche, si on avait le temps. Le lundi, mardi, le lait était tourné. Et le reste de la semaine, on buvait plus de lait. Et on a grandi. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, on n'est pas plus malade que quelqu'un d'autre. Ça veut dire que c'est évident. Et on a fait très attention à nos enfants de savoir de les protéger de ça. Qu'est-ce que c'est le halal? Alors, il faut savoir que d'abord, il y a une marque dans les Rishonim, à savoir, ça aussi parce qu'il y a des solutions qui ont été proposées. Est-ce que si un juif, il a des vaches, et il demande à un goy de lui traire les vaches, est-ce que on a le droit, dans ce cas-là, de ne pas envoyer de surveillant parce que ça s'appelle les vaches d'un goy, ou bien non? Parce que même si les vaches appartiennent à un juif, il me reste que le goy il peut venir, il peut mélanger quelque chose. Alors, avant de continuer, je vais me permettre de vous dire que quand on surveille le halal Israël, c'est pas seulement surveiller qu'il n'y a que des vaches. La takana, elle est qu'on doit surveiller, bien sûr, qu'il n'y a que des vaches dans les tables et qu'on n'amène rien de l'extérieur. Donc, on doit aussi surveiller les kélim, ça veut dire les ustensiles, les bidons de lait, les citernes de lait, qu'ils sont propres et qu'il n'y a pas là-bas du lait qu'on a mis avant, le lait d'une ânesse ou le lait interdit. Donc, on doit contrôler les kélim. C'est-à-dire quand le mashgiach il arrive à l'usine, il doit d'abord s'assurer que tout est propre, bien sûr, surveiller qu'il n'y a que des vaches et surveiller
que les bidons, les citernes soient vides et qu'il n'y a pas d'autre lait avant qu'on a commencé à faire une traite. Parce que sinon, on a peur que le goy mélange. Et c'est pour ça que les poskim ont commencé à dire on n'a qu'à faire comme certaines choses. On va acheter les vaches, on fait un contrat avec le goy et on prend les vaches. Ils appartiennent à un juif. Et dans ce cas-là, le goy peut faire ce qu'il veut, même s'il est en Normandie à 400 km de Paris, c'est les vaches d'un Ben Israël. Et à ça, on a répondu que non, pour plusieurs raisons. D'abord, une vente qui est fictive, ça veut dire que le goy n'a pas peur de faire ce qu'il veut, même s'il a un contrat signé par le Rav, comme à Pessah, comme quand on a vendu, la parole contraire, on l'a vendu au goy, que nous on a acheté les vaches, le goy pourra faire ce qu'il veut, parce que lui, il n'est pas payé aux vaches, il est payé au lait. Donc lui, il préfère. Et même si on va acheter le lait, mais il reste que le gars, il sait que si le lait, il n'est pas bon ou il est de mauvaise qualité, à long terme, on ne va pas continuer à commercialiser avec lui. Et même si on achète les vaches, que vraiment les vaches, ils appartiennent à un juif, vraiment, il en reste qu'on ne sait pas ce qu'il peut faire dans l'étable. Peut-être qu'il peut mélanger, peut-être qu'il peut faire quelque chose. Je vais vous raconter une histoire. Je ne sais pas si je vous ai raconté une fois dans une conférence, mais qui m'a beaucoup marqué. C'est qu'il y avait l'Admour de Tzanz. Et les chassidim de Tzanz après la guerre, je raconte souvent cette histoire parce que vous devez comprendre comment ça marche chez un goy. Regardez en Eretz Israël, par exemple. Il y a un arabe qui a avoué que chaque fois qu'il servait des juifs, il crachait dans les glaces. Il y en a un qui a avoué que chaque fois qu'il y avait des juifs, il urinait. Moi, j'ai un gars, il m'a dit qu'il y a un cuisinier qui lui a dit, chaque fois qu'il cuisinait pour des juifs, il urinait dans la marmite. On ne sait pas ce qu'ils font. Et quand les Chassidim de Tzanz sont partis, il y a quelques années, dans la ville de Tzanz, en, en Pologne, et ils ont rencontré une vieille dame qui leur a dit, moi, j'ai cuisiné, j'étais chez la famille du Tzanzorov avant la guerre. C'était une très vieille dame, j'étais toute jeune, j'étais une jeune servante. Elle a dit, je vais vous dire un secret. J'ai réussi à faire manger à toute la ville de Tzanz Taref. Parce que partout où j'allais préparer les smachot, je mettais un morceau de jambon pour les faire manger du taref. Il n'y a qu'une seule famille où j'ai pas réussi, c'est la famille du rabbi, parce que la femme du rabbi, elle ne m'a laissé jamais approcher de la cuisine. Elle était carrément contre que je m'approche des marmites, donc j'ai jamais pu faire quoi que ce soit. On ne sait pas comment un juif, un goy, il agit. Aujourd'hui, on a des conflits avec des Arabes, on ne sait pas comment ils peuvent agir. Ça peut être un goy qui va prendre. Il m'a raconté qu'un jour, il faisait une production de Pessah, il fait très attention dans une usine. Et il est venu un goy, ça l'agaçait tellement qu'il venait, il prenait des gâteaux, il écrasait, il mettait, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, non, rien. Il s'est rendu compte qu'il prenait du Hametz et il mettait un ouvrier. Pourquoi? Pour faire du mal à la communauté juive. On ne sait pas comment ça se passe. Donc il y a des poskim qui ont dit que si on achète des vaches et que les vaches elles appartiennent à Ben Israël, même si le goy il trie les vaches, on n'a pas besoin de mashgiach. Ça a été une solution qu'il y a une personne en France qui a utilisée pendant des années. Il disait les vaches m'appartiennent, donc il n'envoyait jamais de mashgiach. Et ça ne marche pas parce qu'on ne sait pas ce que le goy fait là-bas. Il y en a qui disent que c'est vrai si les bêtes elles appartiennent à un juif et que c'est à côté du juif, c'est-à-dire que c'est une maison qui est tout proche du juif, que le juif peut aller quand il veut, que le goy il a peur. Alors c'est sûr qu'on fait attention parce que le gars, il aura peur. Mais de laisser des vaches en Normandie ou en Savoie qui appartiennent à un juif et que le juif ne vient pas, mais c'est pas possible de faire une chose comme ça. Ça veut rien dire. Et là, on a commencé. Parce que il faut savoir que la problématique qu'on a dans le halal, c'est que il y a jusqu'à 20 ans, 15-20 ans, il y avait de très grandes fermes en France ou en Europe. Donc, on avait des fermes qui avaient 700, 1000 vaches, 1500 vaches, 2000 vaches. Et on envoyait un mashgiach qui restait là-bas, ou deux mashgiachim. Chacun y contrôlait 2000 vaches et chacun y contrôlait. Et on s'assurait qu'il y avait du khal. Il y a eu une loi, pour des raisons économiques, où l'Europe, elle a voulu casser ces grandes fermes. Et on s'est retrouvé, ils ont dit toutes les petites fermes qui élèvent moins de 40 ou moins de 50 vaches ont droit à une prime d'État. Comme ça, au moins, ils ont cru, pour eux, pour l'économie, elle est bien, c'est vrai, mais il se passe aujourd'hui qu'il y a très très peu de grandes fermes. Donc, on a 7-8 fermes qui alimentent une coopérative, ou même 10 fermes, ou même 15 fermes, et il y a 20 fermes autour d'une coopérative. Il y a un camion qui passe, qui prend le lait une fois par jour, et il amène une coopérative. Et à la coopérative, il pasteurise le lait, il le met en ce qu'on appelle nous les berlingots, et il le vend. Bien sûr, c'est très difficile de surveiller 20 fermes. Parce que comment vous allez faire? Vous allez amener 20 mashgichim, et la traite, elle dure 1 heure ou 3/4 d'heure, 1 heure et demie. 1 heure et demie le matin, 1 heure et demie l'après-midi. 20 mashgichim, il faut payer, ça coûte très très cher. Alors, on a commencé à réfléchir à des solutions. Par exemple,
Une des solutions qui est proposée aujourd'hui, et il y a beaucoup d'Hircherim qui l'utilisent, c'est les caméras. Ça veut dire que si on a un problème à cause de mélange, alors on va mettre des caméras. Et les caméras, il y aura bien sûr accès, parce qu'on a un principe que si le goy, il sait qu'on est là, ou le goy, il sait qu'on peut regarder, par exemple, le machgiar qui est dans la ferme, il va pas obligé de regarder tout le temps la vache. Il peut aller voir une autre vache, il peut sortir, il peut rentrer, parce que le goy, il ne fera pas de bêtises, il sait qu'il est là. Donc c'est un principe qu'on a trouvé dans il y a une essai, comme si un homme il a du vin qui est enfermé dans une maison et qui rentre et qui sort, on considère que le vin, il n'a pas été touché par le goy, parce que le goy, il a peur. On a aussi pour la viande. Si vous avez de la viande à la maison, vous rentrez, vous sortez, il y a la femme de ménage qui est là-bas, vous n'allez pas dire que la femme de ménage elle a échangé parce qu'elle a peur que vous êtes là. Donc pareil pour le lait. Il y a des poskim qui ont dit que si on met une ferme et que le mashgiach il rentre, il sort, ou bien est-ce qu'il faut envoyer deux mashgiachim à la ferme, que s'il va aux toilettes, alors les vaches elles vont rester seules, et comment on peut faire? Après, il faut mettre deux mashgiachim. Alors les poskim, ils ont dit non. Si le juif il est là, il contrôle les ustensiles, après il rentre, il sort, il rentre, il sort. Le goy, il a peur d'après Halakha, même si le goy il sait que le goy, le juif, il est juste derrière la porte en train de fumer une cigarette, il sait qu'il peut rentrer à tout moment, ça suffit. Donc, on est parti sur une base de Yotse Venichnas, ou sur une base des caméras. Sur la partie des caméras, il y a beaucoup de poskim qui ont dit c'est la solution top. Pourquoi? Parce qu'un mashgiach, il va aux toilettes, la caméra, elle est tout le temps là. Un mashgiach, il peut arriver en retard, la caméra, elle est tout le temps là. Mais il y a beaucoup de poskim qui ont été contre en disant la caméra d'abord, on sait qu'aujourd'hui, on peut faire un film interne et on le voit tout le temps dans les enquêtes. Et quand on veut détourner une caméra, c'est rien du tout. Deuxièmement, comment on va faire attention de voir les kélim, les ustensiles où on a mis le lait avant? C'est impossible. Et troisièmement, le goy, il sait très bien qu'il y a des endroits où on ne peut pas avoir accès partout. Donc, en vérité, vous savez, dans les fermes modernes, c'est des tuyaux. Dans chaque tuyau, il y a des fois, on a accès tous les 20 mètres, 30 mètres. On peut prendre, on peut mettre quelque chose, on peut fermer, on peut remettre. C'est très difficile de contrôler. Mais il y a des poskim qui ont dit, c'est mieux. Parce que la machine, elle est plus fidèle que l'homme. L'homme, il a mal au ventre, il sort. L'homme, il a faim, il sort. L'homme, il a le téléphone, il sort. Il va envoyer un WhatsApp, il ne reçoit pas. Mashgiach, malheureusement, il sort. C'est très difficile. Alors, avec les caméras, on est assuré qu'ils sont présents et c'est bien. Et c'est pour ça que des poskim, ils ont voulu se baser sur les terres des caméras. Maintenant, le problème des caméras, comme je vous ai dit, on peut changer le film, on peut faire beaucoup de choses. Elle peut tomber en panne, on peut falsifier. Et à part ça, la caméra, elle est bien, à condition qu'il y ait quelqu'un derrière qui regarde. Mais si le gars, il fait un test, par exemple, et il voit qu'on n'a pas répondu, parce qu'en vérité, il y a une caméra, vous allez mettre un mashgiach qui va contrôler toute la ferme. Allez. Oh, mais de temps en temps, il regarde. Donc, il dit, il risque. Quel est le problème? C'est pour ça que beaucoup de poskim ont refusé. Ils ont dit non, on n'accepte pas le principe de la caméra. Par contre, on va mélanger un mashgiach qui rentre et qui sort avec les caméras, mais pas les caméras tout seul. Et c'est pour ça que, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des rabbinim qui permettent la permission de mettre des caméras, mais il faut savoir que dans le méhadrin, dans la définition du lait qui est méhadrin, c'est pas accepté. Parce que c'est pas contrôlé. Personne ne peut contrôler une chose pareille. Par contre, il y a beaucoup de poskim qui disent on va permettre le Yotse Venichnas, que le Mashgiach, il rentre, il sort, il rentre, il sort. Non seulement on va permettre le Yotse Venichnas, on va permettre qu'un Mashgiach, il surveille plusieurs fermes. C'est-à-dire que même s'il y a 7 8 fermes ou 10 fermes, il tourne, et il tourne, et il tourne. Ah, mais le gars, il sait qu'il n'est pas là, c'est pas grave, il sait qu'il y a la caméra. Ça veut dire que on va mettre ensemble le principe de la caméra avec le principe de Yotse Venichnas. Les deux ensemble sont critiqués. Un Hercher qui va faire Yotse Venichnas seulement, il faut savoir comment, parce que le gars, il sait, et si vous êtes rentré dans la ferme ici, vous allez ailleurs, vous n'allez plus revenir chez lui, donc il est tranquille. Donc il y a certains Hercherim qui ont fait qu'il y a un mashguer qui tourne, qui a un circuit, il y a un autre mashguer qui n'a pas de circuit. C'est-à-dire que le gars, il sait qu'il y a un rabbin qui rentre, il y a un rabbin qui peut sortir aussi, qui peut revenir aussi à chaque moment quand il veut. Parce qu'en vérité, on ne va pas se suffire du mashguer qui passe. Donc il y a deux mashgirim. C'est comme ça que Rav Estam Zichron Livracha, il organisait, comme ça il m'avait dit, au nom du Mitrat Yitzhak, qui faisait qu'il y a un mashguer qui tourne dans les fermes. Mais à part ça, il y a un autre mashguer qui vient et qui n'a pas de circuit. Donc le gars, il sait qu'à chaque moment, on peut venir. Mais il y a un autre problème. C'est que dans les poskim, ils disent que ça marche, Yotse Benichnas.
seulement s'il y a un goy. Mais s'il y a plusieurs goyim, ça marche. Pourquoi? Parce que le goy, il va mettre un copain à lui derrière, et lui, il fait ce qu'il veut, et il dit avertiment. Aujourd'hui, dans la coopérative des fermes de lait, ou dans les fermes, il n'y a personne qui travaille seul. Essayez de rentrer aujourd'hui dans une coopérative de lait. C'est plus facile de rentrer dans un site nucléaire que dans une coopérative de lait. C'est surveillé, c'est contrôlé. Vous allez à l'accueil, qui vous êtes, quand. Ah, le rabbin, mais il peut avertir. Alors comment on peut dire Yotzé Benichnas? Et à part ça, c'est quoi Yotzé Benichnas? Est-ce que Yotzé c'est d'aller une fois par an? Comme quelqu'un m'a dit, oui, si le gars il sait que le juif peut aller, ça suffit. Même s'il va une fois par an. C'est une fois par semaine? C'est une fois par mois? C'est quoi Yotzé Benichnas? C'est quoi les valeurs? Le goy, ou quoi, qui va avoir peur, s'il sait qu'une fois par an, il peut venir. Et comment on fait pour Shabbat, quand le goy prend le lait Shabbat? Parce que le goy, à la coopérative, ils prennent du lait aussi de Shabbat. Et comment on fait quand il y a une fête juive? Et comment on fait quand il y a une grève de train et que le goy sait très bien qu'on peut pas venir? Donc le Tsevenirnas, c'est très limité. C'est pour ça que certains chérim, ils ont dit qu'on ne se base pas sur le Tsevenirnas. On va se baser sur le Tsevenirnas avec aussi les caméras en même temps. Et les deux ensemble, alors ça peut être complémentaire. Et c'est comme ça qu'en Eretz Israël, ils font pour les laits des vaches qui appartiennent aux juifs, où il y a des goïms qui travaillent. Mais par contre, si les vaches, elles appartiennent à un goy, beaucoup d'Irchérim ne sont pas d'accord à ça. C'est très difficile, parce que malheureusement, ça coûte énormément d'argent. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, les grands Irchérim comme le Badat ou des grands Irchérim, ils essayent, quand ils veulent faire des produits laitiers ou organiser du lait, de trouver des fermes en Europe qui ont plus de 1000 vaches, 1500 vaches pour être tranquilles. Comme ça, ils mettent même de Mashgichim. Il y a 1500, 2000 vaches. Et j'étais au Mexique il n'y a pas longtemps, il y a des fermes, il y a 2500 vaches. 2500 vaches, c'est-à-dire que même si vous avez besoin d'avoir 20 camions, en 2 jours, vous êtes tranquille. 3000 vaches, c'est tranquille. Mais ce n'est pas évident en Europe. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se basent sur les caméras, avec un mashgiach de temps en temps qui va. De temps en temps, le rabbi décide, vas-y une fois par mois, vas-y une fois tous les 2 mois. Et il y en a qui se basent que sur les caméras. Il y en a qui se basent que sur le Tsevinichnas, en disant, oui, si on peut aller une fois tous les 2 mois, 3 mois, ça suffit. Maintenant, il y a souvent les caméras. Vous savez que quand on a un programme dans de caméras, la personne qui vous regardez, il sait aussi que vous le regardez, parce que là, il peut y avoir, il y a des retours. Donc, c'est sûr que c'est pas le top. Alors, c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, comme je vous dis toujours, c'est à vous de choisir la qualité que vous voulez pour votre lait. Il y a des rabbinim, enfin, un rabbin m'a dit, de toute façon, Khalaf Shamour, c'est mal fait, alors moi je fais n'importe quoi. Ça, on ne peut pas parler comme ça. Pour Hachem, il y a des gens qui font très bien, même en France, même en Europe. Seulement, il faut choisir, il ne faut pas avoir honte de demander à un arabe sur quoi vous vous basez pour faire Khalaf Israël. Est-ce que vous êtes basé sur les caméras? Oui. Oui, mais j'envoie combien de temps vous envoyez un mashguer? Toutes les semaines? Une fois par mois? Tous les ans? Tous les 5 ans? Il y avait un gars, pendant 20 ans, il n'est pas monté. Qui sait? Quelle est la base? Si vous ne vous êtes pas appelé, vous pouvez demander à votre rab. Mais ça veut dire que ce sont les principes de base, comment on organise un halal Israël. Maintenant, à part ça, il faut savoir que ça ne réglera pas le problème. Que les bêtes qui sont interdites à la consommation, comment on va régler ça? Les bêtes césarisées, comment on va régler? Une bête qui a eu un problème. Il faut savoir que chaque animal, chaque bête, elle a une puce à l'oreille qui est sa carte d'identité et son carnet de santé. C'est-à-dire que quand il scanne l'oreille, vous pouvez tout savoir sur la bête, tout ce qu'elle a. Elle a eu une grippe, elle a eu une infection, elle a eu ça, elle a eu ça. Donc, il y a des moers chérim qui demandent, avant de fabriquer du lait, de voir la liste des vaches et d'exclure toutes les vaches qui ne sont pas valables. Ça, c'est le top, avec une ashgacha qui est tsmouda, avec une ashgacha qui est régulière. Mais je vous dis la vérité, c'est que c'est pas évident, du tout, parce que le lait il va coûter très très cher d'organiser dans les structures qu'il y a aujourd'hui, de faire un halal Israël suivi avec des mashgichim. Il faut trouver des grandes fermes, sinon ça devient très problématique, surtout pour les fromages, où il faut énormément de lait. Pour pouvoir fabriquer les fromages, il faut énormément de lait, parce que un fromage, il consomme énormément de lait. Donc, c'est pas quelque chose qui est évident. Il y a un problème aussi, que je voudrais vous parler, qui est de façon générale. C'est est-ce que le halal Israël, il est impératif dans le lait, ou il est aussi impératif dans les chaînes où ils fabriquent du lait? Ça veut dire que même si on va regarder les caméras, mais on n'a pas cachérisé le système où le lait halal Israël il va passer. Alors comment on va se baser? Alors, sur ça aussi, il y en a qui disent qu'aujourd'hui, il y a des systèmes où on désinfecte
il y a des systèmes de nettoyage qui sont à chaud, donc ils vont le lundi matin et ils s'assurent qu'il y a une procédure de nettoyage qui a été faite à chaud. Et il y a aussi certains poskim qui disent que le halal Israël, il interdit en lui-même, mais il n'interdit pas les kélim. C'est-à-dire que, puisqu'en vérité, on a l'État, on a des contrôles, et c'est un rachage qui est tellement loin, alors on ne va pas commencer à embêter les gens aussi pour les kélim. Et comme ça, ils pensent certaines personnes. On fait attention, nous aussi, aux kélim. On fait attention aussi, parce que, faut savoir qu'en Amérique avant, ils faisaient, maintenant, tous les chérim, où ils savent, où ils fabriquent dans l'usine du halab akoum, ils marquent OU, dit, OK, dit, c'est halavi. Parce que si le lait est interdit, alors les kélim aussi ils sont interdits. Et c'est pour ça qu'un rave qui va venir cher avec les caméras, au lieu de Benirnas, comment il va organiser de s'assurer que ça a bien été. Comment il va organiser le transport du lait de la ferme jusqu'à la coopérative? Comment il va s'assurer qu'à la coopérative, il n'y avait que ce lait, il n'y en avait pas d'autres? Donc, c'est pas évident. Et enfin, en Eretz Israël, l'agriculture israélienne, elle a dit aussi qu'il y a un risque de sang. Il y a une maladie qui s'appelle chez les vaches, que les vaches, quand on les traite régulièrement, elles saignent des mamelles. Et donc, du sang, il peut se mettre dans le lait. Après, est-ce que c'est Batel? C'est pas Batel. Mais bien sûr, on pourrait contrôler. Quand on fait par téléphone ou qu'on fait par caméra, c'est très, très difficile de contrôler. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est le Khalal Israël. Je vais vous expliquer comment on organise du Khalal Israël. Le top, c'est de mettre un mashgar qui est là-bas. Donc après, je ne connais pas, j'ai pas envie de parler, mais c'est à vous de vous renseigner comment on organise du Khalal Israël et quel est, comme je vous l'ai dit la dernière fois, quel est le niveau que le Rav il veut pour le Khalal Israël. Mais attention, n'oubliez jamais qu'il y a l'avis des Rishonim qui disent que le Khalal Israël, c'est une takana qui vient aussi pour nous prévenir de la fréquentation des non-juifs. Donc d'après ça, la Gemara dit Khalab Shira'a ou Israël, un Khalab que le juif, il était là pour voir. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de juif, alors même si on est sûr qu'il n'y a rien, on n'a pas le droit. Parce que le juif, il est indispensable pour pouvoir mettre une distance entre le non-juif et les juifs. Il y a eu des rabbinim qui ont voulu permettre du lait en prenant en prenant un échantillon et en analysant. On analyse. Si on analyse le lait, on voit qu'il n'y a aucun mélange. Là, pourquoi ça marche? Quel est le problème? Il n'y a pas de très mélangé. Aujourd'hui, on peut avoir une analyse très, très poussée. Il n'y a rien qui nous échappe. Donc, quel est le problème? Mais si on dit qu'il y a une takana de chachamim, si on dit que c'est d'abord chez Minyan, si on dit que Ramus institué qu'il y a un mashgiach, donc ça ne marche pas. Mais si on dit maintenant qu'il y a un problème de mélange, là, effectivement, si on a fait une prise de sang, on a pris un échantillon et qu'on s'est assuré, alors il y a des rabbinim qui ont voulu permettre. Et encore une fois, je vous dis les différences d'avis. Maintenant, c'est à vous de faire attention. Et c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire. Et il ne faut pas vendre sa neshama pour une glace, pour un morceau de chocolat. Ça veut dire qu'en vérité, quand on réfléchit, c'est pas quelque chose qui est très difficile. Et vous allez me dire financièrement, d'abord en France, les yaourts ou le laitage sont pas si chers. Allez voir en Amérique la différence qu'il y a. Et deuxièmement, moi je dis toujours, Akadosh Baruch Hu, il nous contrôle, il nous teste. S'il voit que on fait attention pour le halal akoum, pour gagner 1 euro dans les yaourts, on va acheter à Carrefour. Mais quand on va l'acheter un habit, on va mettre 300 € pour acheter un habit qui est de mode. Alors ça passe mal avec Akadosh Baruch Hu. Il dit, celui-là, il est pas cohérent. Mais ça, c'est pas un chiot pour vous donner, pour vous éduquer, c'est pour vous dire les problématiques. Avant de conclure, bien qu'il est un peu tard, je vais prendre encore un petit quart d'heure pour vous expliquer est-ce qu'il y a une permission de prendre de la poudre de lait, le beurre et les fromages. Il faut savoir que dans l'état d'esprit que je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y a une takana des chachamim qui est interdit seulement, c'est un décret des chachamim, donc qui n'est pas de raison, mais qui est un décret des chachamim, comme on dit nous d'abord chez le Minyan. De là est partie une permission en disant que la poudre de lait n'a pas été interdite par les chachamim. Ils ont interdit le halab, le lait, pas la poudre de lait. Et si on va dire qu'il y a peut-être un mélange dans la poudre, non, parce que quand on fait chauffer, quand on fait chauffer le lait et qu'on le met en poudre, alors et l'éventuel liquide qu'il y a dedans, ça part, etc. Donc, il y a certains poskim qui ont voulu permettre de la poudre de lait. C'est pour ça que vous allez voir des fois, il y a des gens qui disent, moi je ne prends pas du lait, mais afkat khalab nochi c'est moutar. Bien sûr, la réponse à ça, elle est, si on pense que le khalab il est interdit, alors, et qu'il n'y a pas de raison, alors pourquoi
on va permettre la poudre de lait. Non, si on pense qu'il y a un problème de mélange, alors aussi il pourrait y avoir un problème de mélange dans la poudre de lait. Et vous savez, il me revient une histoire qu'il n'y a pas longtemps. J'ai reçu un rave qui est venu me voir pour me dire, vous savez, rave, il y a un grave problème. Je dis quoi? Il m'a dit, vous savez, même dans les pays comme la France ou l'Amérique, qui sont des gros producteurs de lait, et on le voit en Israël, il faut savoir que souvent ces pays-là vendent, vendent leur caséine ou leur graisse de lait ou leur, tout ce qu'il y a à d'autres pays qui payent très cher. Eux, ils importent de Mongolie. Ils importent des pays très pauvres pour faire des produits pour Lidl, pour les supermarchés de basse classe. Et des fois, ils prennent dans des endroits où il n'y a aucune loi. Vous croyez que c'est contrôlé en Mongolie? Est-ce que c'est un yak? Est-ce que c'est un cochon? Est-ce que c'est un âne? C'est pas du tout contrôlé. Ça me revient maintenant. Il est venu voir mon bureau à Montréal, il m'a raconté ça. Et lui, d'ailleurs, il voulait alerter les cache-routes de ça. En tous les cas, la poudre de lait, certains poskim m'ont dit, c'est une nouvelle xéra. Vous savez, c'est comme, est-ce qu'on peut voyager dans un avion qui est fait en base d'aluminium s'il y a un mort? Et les poskim qui ont dit, on peut. Parce que la Touma qui est marquée dans la Torah, c'est que la Touma sur du fer. L'aluminium, c'était un matériau qui n'existait pas autant dans la Torah, donc on ne peut pas inventer. Mais ça marche pour la Touma. Parce que c'est vrai que la Torah, elle parle de bois, elle parle de fer, elle parle d'argile. Mais quand on parle de rachage de Issour, c'est pas parce qu'on va changer, on va métamorphoser l'état de la chose qu'elle va devenir permettre. Mais il y a certains poskim qui ont permis, en disant l'État, alors en Eretz Israël, ne permet pas, il permet de l'Afkat Khalaf qui vient seulement de l'extérieur et de certains pays. Mais ils ne permettent pas de l'Afkat Khalaf, la Rabbanout, donc il y a marqué Afkat Khalaf, Nochi, dans certaines productions, et certaines personnes, ils ont voulu commencer à permettre, donc ça leur donne l'ouverture de plusieurs choses. Si on parle du Khalaf, ce n'est pas la même xéra qu'il y a sur le fromage. Je vais m'expliquer. Le Khalaf, c'est un problème de mélange. Le fromage, il y a une autre décret des Chachamim, à part le lait, de ne pas consommer du fromage des goïms, essentiellement à la raison, il y a plusieurs raisons qui ont été évoquées. Une des raisons, c'est encore à cause des problèmes des serpents qui buvaient, parce que le fromage y restait longtemps. Mais l'essentielle raison des Chachamim, c'est parce que les goïms, ils utilisaient des caillettes. Comment on fait un fromage? On utilise la caillette. La caillette, c'est un morceau de l'intestin de l'animal, ce qu'on appelle la caillette. C'est là-bas où il y a beaucoup d'acide. Et on le jette dans une grande citerne de lait. Et étant donné que c'est très acide, très très vite le lait il caille et il devient dur. On appelle ça une caillette, la rainette, la caillette. L'Agmara, elle ramène que les Chachamim, ils ont vu que pour faire un fromage de qualité, ils utilisaient des caillettes de Névelot et de Tréfot. Alors les Chachamim, ils ont fait une xéra, que le fromage qui est fabriqué chez les Goïms, même si c'est du lait Israël, n'a pas le droit d'être consommé. Ça veut dire que même une personne qui consomme du halavakum en disant que l'État, elle contrôle le halav, ou un homme qui amènerait son lait cachère avec du tampon, ce que vous voulez, le plus grand cher, si le fromage il est fabriqué chez un goy, on n'a pas le droit de le consommer parce que c'est un nouveau décret de Chachamim. Et ça, il n'y a personne qui peut vous permettre. Donc, c'est-à-dire que même ceux qui permettent le halavakum, en Amérique, il y a beaucoup de vercherim qui m'ont fait du halavakum, mais pour les fromages, ils envoient un mashgiach sur place qui contrôle comment ils les font cailler, que ce soit bien avec des ferments qui sont synthétiques ou à base de plantes, et non avec du taref. Et il y a certains poskim qui disent que ça ne suffit pas de contrôler. Il faut que ce soit le mashgiach lui-même qui mette le produit pour faire cailler dans la cuve du lait, ou sinon ça s'appelle un gvina goy. Il faut que ce soit un juif qui mette dedans. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on consomme du halab nochi que vous avez demain, il n'y a rien, il n'y a aucun problème. Je vais acheter un fromage blanc, je vais acheter un fromage chez les goyim, c'est rien, il y a marqué là-bas, ferment à base de plantes, c'est bon. Non. Il y a une autre xéra des Khamim qui est beaucoup plus importante que la xéra qui est sur le lait. Ce qu'on appelle la xéra de Gvinot Akoum, c'est une autre xéra. Et à côté de ça, il y a le principe du beurre. Le beurre, les Khamim, ils ont fait une xéra sur le lait. Est-ce que les Khamim, ils ont fait aussi une xéra sur le beurre? Alors le beurre, au temps de la Gemara, on avait un principe que le beurre, la crème qui n'était pas de vache, ne pouvait pas monter avec du beurre. Parce que le beurre, il devait provenir que de la crème de lait de vache. Et si la crème, elle venait d'un autre aliment, d'un autre animal, alors on ne pouvait pas faire du beurre. Et c'est pour ça que beaucoup de poskim, ils ont dit que le beurre qui a été acheté chez un goy, on a le droit de le consommer parce qu'il y a une certitude qu'il a été fait seulement avec
du lait ou de la crème de vache. Il en reste que dans beaucoup de poskim, comme le Rambam, en réalité, ils disent du beurre qui est cuisiné, pas du beurre qui est mangé cru, seulement du beurre cuisiné. Donc beaucoup de poskim ont dit non, seulement s'il est cuisiné, parce que si on le cuisine et qu'ils en mettent d'autres mélanges, ça va se sentir. Mais s'il est mangé cru, on risque. Et aujourd'hui, on a d'autres problèmes. C'est qu'aujourd'hui, ce principe, il n'est pas vrai. Parce qu'on a des centrifugeuses. Aujourd'hui, on peut vous faire du beurre avec n'importe quoi, même avec du lait. Les beurres light, c'est qu'ils prennent du lait, ils mélangent avec de la crème et ils vous font un beurre. Et si c'est du lait, on revient au problème que c'est pas que de la crème, il y a aussi du lait. S'il y a du lait, même ceux qui mangent à la viscérale, ils vont boire un produit de beurre qui a 30 ou 40% de lait non surveillé. Donc on a un problème. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est excessivement difficile de consommer du beurre sain et cher. Je ne sais pas comment en France, est-ce qu'il y a certaines marques qui sont contrôlées, mais sachez que de dire qu'aujourd'hui on fait un lait, un beurre seulement à base de crème bien égoutté, qu'on ne mélange pas de lait, c'est excessivement difficile. Je ne suis pas là pour vous embêter. Encore une fois, je vous explique les problèmes. Et c'est à vous, aujourd'hui, de vous renseigner et de faire attention pour savoir comment on fait les choses. Je vous ai parlé d'un aperçu donc de tout. Sachez que beaucoup de personnes qui ont eu des problèmes avec les enfants, le jour où ils ont fait attention au halabakoum dans la maison, alors on a vu des grands changements dans les Ratchamaïm, ou bien des hommes ou des femmes qui ont des problèmes d'Emouna. Plus, plus que tout aujourd'hui, on a besoin énormément de force et de sensibilité pour pouvoir continuer à servir Kadosh Baruch Hu. Donc, chacun, il doit se rapprocher de son rab, comme je dis toujours. Chacun, il doit se renseigner avec tout ce que je vous donne aujourd'hui comme détail. Qu'est-ce que c'est le vrai Chalav Israël? Et comment on le fait? Est-ce que vraiment ils vont pas? Bon, Hachem, il y a des très bons rabbinim en France. Il y a des chérim de qualité. Bien sûr que, comme tout pays, il y a aussi des fois des gens qui s'amusent. Rapprochez-vous de vos rabbinim, s'ils connaissent le sujet, et demandez-leur qu'ils vous disent qui consommer, comment consommer. Est-ce qu'on pourrait se suffire du Yotze Benichnas? Il y a aussi des caméras, il y a aussi le contrôle de l'État. Est-ce que ça suffira? Est-ce que ça suffit pas? En Eretz Israël, d'un côté, c'est plus facile, parce que toutes les vaches, elles appartiennent à des juifs. Et pratiquement toutes les grandes fermes appartiennent à des juifs. Mais on a un autre problème en Eretz Israël, c'est le problème du Shabbat et du Yom Tov. Vous savez que même si on a le droit de traire une vache, Shabbat ou Yom Tov, parce que la batte, elle souffre, qu'on n'a pas le droit de la laisser souffrir. Mais il en reste qu'on n'a pas le droit de consommer le lait qui a été trait pendant Shabbat et Yom Tov, parce qu'on a fait une mélacha. Donc on doit traire le lait, ou par terre, et jeter le lait, ou bien dans un récipient avec des produits qui vont détériorer le lait. Mais si on récupère le lait, c'est une mélacha d'oraita. Alors comment on gère ça? On vend les bêtes en goy? Ben, il faut une surveillance qui est beaucoup plus accrue. Est-ce qu'après, si on avait vendu les bêtes en goy, est-ce qu'on peut les récupérer le lait la semaine? Comment ça marche? Donc en Eretz Israël, d'un côté c'est plus facile, d'un côté il y a beaucoup plus de problématiques. Bon, au Hachem, en Eretz Israël, il y a beaucoup plus d'Erchérim. Juste pour vous dire que chaque pays, il a ses avantages, il a ses inconvénients. Je vous ai exposé très rapidement les problématiques et les solutions du lait. Après, comme je dis, Bezrat Hachem, chacun il verra ce qu'il peut faire. Et s'il y a des questions, je suis là pour répondre si vous voulez. Si on peut. Alors, j'ai eu plusieurs questions que j'ai répondues. Sachez, dans la conférence, plusieurs sujets. Est-ce que le Khalaf Israël, bien sûr, est-ce que certaines listes, bien sûr qu'il y a il y a des listes qui sont Khalaf, qui sont pas Khalaf Israël. Beaucoup de listes, majeure partie des listes ne sont pas Khalaf Israël. Euh, comment on organise le lait en France ou en diaspora, je vous ai expliqué. Est-ce que le lait est indispensable pour les enfants? Oui et non. Oui, parce que si on peut trouver, c'est bien, parce que la neshama d'un enfant, elle est plus sensible à nous. C'est une fois, on a demandé au Khazonich, à partir de quel âge on peut amener les enfants dans les piscines mixtes? Jusqu'à quel âge on peut les amener? Parce qu'il y a un âge. Il leur a dit, d'après la lacha, peut-être 5 6 ans, tant que l'enfant, il n'a pas tant que l'enfant, il n'a pas des mauvaises pensées. Mais si vous saviez qu'est-ce que c'est une neshama d'un enfant, depuis que la mère elle est enceinte, elle ira plus à la plage mixte. C'est-à-dire qu'un enfant, il a besoin énormément de protection. Donc, c'est évident qu'on c'est bien de faire attention, mais si ça touche la santé d'un enfant, on ne donne pas. On va toujours regarder la santé et le confort que l'enfant il n'est pas de et il n'a pas de. Est-ce que on doit changer sa cuisine, cachériser sa cuisine? Oui, on peut, mais attention. Après, il y a certaines permissions. Si on peut pas, il ne faut pas dire, alors, ce que là, je ne prends pas Khalab Israël parce que il y a certaines permissions. Il y en a qui pensent que non.
Donc approchez-vous de votre rab. Et si vous voulez faire le pas, il y a beaucoup de personnes qui ont fait le pas de Khalab Israël. Et même si elles n'ont pas pu cachériser leur cuisine, il y a certaines solutions. Ne baissez pas les bras pour, pour ça. Donc bien sûr que si vous allez chez quelqu'un qui ne mange pas Khalab Israël, vous êtes dans les problématiques pour manger. J'ai vérifié, je vous explique aussi qu'est-ce qu'on vérifie. Bon, je pense que j'ai fait un tour de toutes les questions, pas toutes les questions, mais, mais voilà. Mais après, encore une fois, on va reparler de tout. Et s'il y a des questions, rapidement, je suis prêt à répondre. Raf Kremini, merci infiniment, infiniment. C'est vrai qu'il y a eu quelques questions, mais au fur et à mesure, vous y avez répondu, donc je vais pas les reprendre. Par contre, Ok. c'est vrai que je pense qu'on l'avait abordé dans une des conférences, mais est-ce que vous pouvez nous refaire un petit point sur, euh, voilà, quand on voit parfois sur les paquets présence de lait ou trace de lait, est-ce qu'il y a une différence? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Voilà. Présence de lait, c'est que c'est fabriqué dans une chaîne où on a utilisé du khalavi. Donc la chaîne, elle est khalavi. Même si c'est propre, mais c'est une chaîne qui a été utilisée pour du lait. Et en général, c'est pas du lait chez Amour, c'est un problème. Ce qu'on appelle en Amérique dairy équipement. Par contre, quand on marque trace éventuellement de lait ou c'est pas qu'il y a du lait, c'est que dans l'usine, il peut y avoir d'autres chaînes qui sont à base de lait. Donc même si on envoie un mashguiar sur place et qu'on cachérise, mais d'après les lois de la contamination française et européenne, on est obligé de marquer trace éventuelle de lait ou de fruits à coque, parce que s'il y a une personne qui est allergique, même si une petite molécule qui peut aller dans l'air, il va être embêté. Donc il y a une différence entre si on marque éventuellement trace de lait ou si on marque vraiment. Donc c'est pour ça que toutes les listes, en général, elle ne peut pas faire attention à ça, parce que c'est très difficile. À moins qu'il marque clairement dans la liste produit par V, c'est que on s'assure que c'est une usine qu'il n'y a pas de fabrication à base de lait. Mais une usine qui fabrique du lait, une usine qui a du lait, on ne peut pas vous certifier que même s'ils vont vous dire oui, en général, on fait attention, mais quand une chaîne ne marche pas, ils vont aller dans l'autre chaîne. Donc il faut vraiment s'assurer que l'usine, elle soit vraiment. Non, on me demande, et pour le lait fermenté, lequel on peut prendre? Mais il faut un lait fermenté avec Hercher, parce que tout ce qui est à base de lait, il faut prendre avec Hercher. Donc il faut suivre ça. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, alors pareil, vous en avez parlé par rapport à la poudre de lait, mais Hmm. du coup, voilà, juste pour répondre. Donc la poudre de lait, c'est vrai que comme j'ai ramené qu'il y a certains poskim qui disent qu'elle n'était pas dans la takana, mais la majeure partie des poskim disent que, étant donné qu'elle vient du lait, alors, on ne peut pas dire que ce n'est pas un nouveau produit, c'est le même produit comme le lait qui a été cuisiné. C'est comme le lait qui est comme un fromage qui est mis au four, qui est gratiné. C'est-à-dire que l'élaboration du produit ne change pas la takana parce que c'est la base, elle vient de la base du lait. Donc, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui permettent. Et par contre, la majeure partie des poskim disent que si on fait Khalav Israël, on doit faire attention aussi à la poudre de lait de bien la faire. D'ailleurs, c'est pas facile, sachez, parce que pour faire une poudre de lait, il faut aller dans des usines où ils ont des cheminées qui sont très, 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 très difficiles à nettoyer. Et quand on le fait, il faut avoir des professionnels. Il faut prendre une très grande quantité parce qu'il faut arrêter la production pendant plusieurs jours. Il faut tout nettoyer. Il faut tout cachériser. Et c'est pour ça que la poudre de lait, c'est un produit qui est problématique et qu'il faut faire attention si on prend un Khalab Israël, de le prendre d'un chercheur compétent. Parce que vraiment, j'ai visité beaucoup d'usines. C'est pas du tout évident de cachériser une usine qui fait de la poudre de lait. Voilà, qui fabrique de la poudre de lait. Ok, fascinant. Merci beaucoup, Raf Kremizi. Juste une petite question de curiosité qui a été posée aussi par rapport à la cachérisation dans les usines. Comment généralement c'est fait? Vous nous en aviez parlé généralement, mais tout ce qui est tapis de production et tout ça, comment c'est fait? Et le chocolat, Ouais, alors ça, on en avait parlé du chocolat, je me rappelle, c'était... mais je vous avais expliqué la dernière fois que Ouais, beaucoup ouais. d'usines, pour pas dire la majorité des usines, utilisent du lait dans les usines. Donc c'est très difficile même de cachériser. Donc on se base sur certains intérims, comme vous avez expliqué la dernière fois. Maintenant, il y a certaines usines comme en Europe où il ne rentre pas du lait. Donc on essaye de fabriquer dans ces usines. Moi, j'ai fait du chocolat et c'est une usine qui ne fabrique jamais, jamais de lait. C'est du chocolat noir pour les allergènes, pour l'exportation. Voilà. Maintenant, après, le chocolat est un produit très problématique où on se base sur beaucoup, beaucoup de permissions. Si on n'a pas l'organisation de faire quelque chose de spécialement cachère, encore une fois, c'est un des produits qu'il faut faire attention de prendre un cher compétent, parce que c'est pas facile du tout, de trouver de pouvoir faire le travail qu'il faut, parce que la cachérisation, elle abîme les machines. C'est des machines qui marchent tout le temps, qui sont tout le temps chaudes, etc. Donc voilà. Après,
il faut bien organiser. Mais le chocolat est un produit problématique. C'est pour ça que de moins en moins, vous voyez du chocolat dans les listes, à part certains produits très rares, parce que toutes les usines utilisent du lait, c'est très compliqué. Ok, ok. Oui, je me rappelle que vous nous aviez hyper bien expliqué ça dans la conférence de la dernière fois. Donc, merci beaucoup, Raf Krimizi. Vraiment, De c'était rien. très, très, très intéressant. Merci, Voilà, de merci quoi. infiniment à vous. Alors, Batzlacha, et que si Hachem, quelqu'un il veut faire le pas, n'hésitez pas, et ça amène beaucoup, beaucoup de bracha. Et sachez que, je finirai avec ça, je suis donc un Français, j'ai élevé une partie de mes enfants en France, et après on est venu à Montréal, et j'ai constaté quelque chose de très intéressant, c'est que nos enfants, ils ont un réflexe énorme de faire attention au kasher. Parce que, comme en France, on ne consomme pas le halal, Israël, et à part ça, on n'a pas tous ces produits, donc nos enfants, ils vont dans n'importe quel magasin, papa, on peut consommer, on peut consommer. Alors que l'Américain, qui a grandi beaucoup avec des permissions de halal, donc il mange beaucoup de choses. Je ne parle pas chez les religieux, mais c'est-à-dire qu'en vérité, ce sont une population qui ne font attention à rien. Et après, ils sont en France, ils m'appellent, oui, j'ai pris ce produit, mais c'est bon. Je dis, non, c'est pas bon. Là-bas, il y a pas. Ah bon, pourquoi? Quel problème? C'est-à-dire que, Baruch Hashem, comme il a dit vers Moshe Feinstein, c'est très vrai, c'est bien d'éduquer nos enfants aussi à faire attention. Moi, j'ai pas dit qu'il faut les punir, j'ai pas dit qu'il faut les priver. C'est pour ça que j'ai même fait des produits. Enfin, j'ai fait un produit qui ressemble beaucoup à un produit Goy. Et quand il m'a dit pourquoi pas ça, je dis parce que les gens, ils aiment autant le faire Madrid. Mhm. Mais il faut savoir que éduquer nos enfants au halal Israël, c'est pas les embêter, c'est aussi leur donner le réflexe de faire attention et de pas tout manger. On peut pas tout manger. On peut pas être comme un goy. On peut pas dire dans ce cas-là, je vais chez un goy, je mange la vaisselle à froid, c'est pas grave, et je mange ça et c'est bâtel. Il y a des gens qui sont spécialistes de vous organiser tout chez les goyim, à part la viande, et même la viande peut-être trouveront une solution. Nous, Ben Israël, on est Gdoshim, et indépendamment de ce qu'on leur donne dans l'assiette à nos enfants, c'est important d'éduquer nos enfants à faire attention. Parce qu'on sera peut-être pas là demain, et les Hachem, ils habiteront, mais d'abord le réflexe de faire attention à ce qu'ils mangent, de poser des questions qu'il faut, de prendre des distances, et que pas tout est permis. On n'est pas obligé de manger toutes les glaces, on n'est pas obligé de manger tous les bonbons, on n'est pas obligé de manger tous les chocolats, on n'est pas obligé de manger tous les gâteaux. Et bon, Hachem, on n'a jamais souffert de ça, et même si quand on était petit, il n'y avait pas tous ces produits, aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut. On n'a pas de quoi se plaindre, mais ça veut dire, on n'est pas, si on dit à nos enfants, on fait attention, après, il faut le faire attention avec beaucoup de douceur, parce qu'il ne faut pas punir nos enfants. Mais j'encourage ceux qui peuvent le faire attention. C'est pas moi qui encourage, c'est la Birkat Torah, c'est les Gdolim, comme a dit Moshe Feinstein, c'est comme dit le Rabbi Lubavitch. Pour Hachem, chaque gadol qui s'est prononcé dans ça, et ça amène beaucoup de crainte de Dieu dans les maisons. Et ça fait, B'ez Hachem, des enfants sensibles à Kadosh Baruch Hu et sensibles à l'Eretz Shamayim, B'ez Hachem. Amen. Merci infiniment, Raf Krimizi. Vraiment, c'était passionnant. Voilà. Merci, Bonne merci à soirée vous. Bonne et soirée. bonne semaine. Merci. Merci.